Je vais parler en français. Bonsoir ou bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre, qui est vraiment un espace stimulant pour discuter, pour échanger et pour, je l'espère, formuler une approche commune qui, je l'espère, engagera nos sociétés civiles. Alors, pour aborder la question justement d'une évaluation, une approche critique des politiques exclusivement sécuritaires dans le traitement du djihadisme, je voudrais partir de deux exemples très concrets, empiriques, de mon pays, la Tunisie, deux exemples empiriques de recherche, d'observation de notre travail, le travail de mon organisation internationale Alerte, dans des milieux de jeunes et puis dans des quartiers. Il y a un problème de son, vous m'entendez? Ouais. Dans des quartiers ou des régions marginalisées, marquées par la relégation, la stigmatisation, des taux de chômage élevés, etc. Alors ces deux exemples, à mon sens, sont intéressants parce qu'ils montrent à la fois les ressorts qui me semblent importants pour expliquer non pas le départ en Syrie, mais surtout les processus d'adhésion et de sympathie vis-à-vis de ce phénomène, et puis qui montrent également, dans le même temps, les limites, les impasses des politiques exclusivement sécuritaires dans le traitement du djihadisme. Alors le premier exemple, c'est les résultats, un résultat très important d'une enquête que nous avons menée dans deux quartiers populaires du Grand Tunis qui s'appellent Haïtadamoun et Douarhish, deux cités qui sont très proches du centre, de la capitale, et qui ont, avec une concentration démographique très importante, surtout à Tadamoun, qui ont vu le jour dans les années 70 avec la crise économique et les déplacements des populations des milieux périurbains ou ruraux vers le centre. Et ces deux quartiers ont joué un rôle très important, ou plus précisément la jeunesse dans ces deux quartiers a joué un rôle très important au mois de janvier 2011 dans ces mobilisations révolutionnaires qui ont donc conduit à la chute de Ben Ali le 14 janvier. Joué un rôle très important des mobilisations, et c'était les premiers quartiers, les premiers territoires où les mobilisations sont arrivées. Alors, je disais, on a mené une enquête avec une équipe pluridisciplinaire qui a porté sur les jeunes, avec un échantillon très large représentatif de la société mère, et avec des variables d'observation et de contrôle qui intégraient les tranches d'âge, l'occupation de ces jeunes, leur rapport au marché du travail, le genre, la question du genre. Et nous avons abordé, essayé de comprendre les conduites de vie et les perceptions, les représentations de ces jeunes. Pourquoi on a choisi ces deux quartiers? Comme je disais, ils ont joué un rôle très important. Les jeunes ont joué un rôle très important dans les mobilisations, mais très rapidement, la représentation stigmatisante de ces quartiers est revenue et on les a plus ou moins de nouveau enfermés dans cette image de fief de l'intégrisme, de l'islamisme, du djihadisme, etc. Alors, les résultats, c'est quoi? On a posé des questions des fois directes, des fois indirectes, sur comment ces jeunes perçoivent la classification de la principale organisation salafiste djihadiste en Tunisie, qui est Ansar Sharia, qui s'appelle Ansar Sharia. Est-ce que ces jeunes sont pour ou contre sa classification comme une organisation terroriste? Une classification qui a été adoptée en 2013. La deuxième question intéressante, dont la réponse est très intéressante, est-ce que, comment ils considèrent, eux, le salafisme djihadisme? Et on a donné plusieurs types de réponses. Et voilà ce qui ressort. Il ressort qu'il y a une majorité de ces jeunes qui est contre la classification d'Ansar al-Sharia comme une organisation terroriste.
il ressort qu'il y a une majorité de jeunes qui considèrent que Ansar Sharia est une organisation, est un groupe extrémiste. Et il y a une majorité également qui considère dans le même temps que Ansar Sharia ou le salafisme djihadiste, ce sont des enfants du quartier, Aouled al-Houma, les enfants de notre quartier où on vit. Ces réponses a priori contradictoires, un peu confuses, etc., je pense sont très intéressantes parce qu'elles montrent, à notre sens, deux choses. Elles montrent d'abord qu'il y a une identification territoriale. On partage le même territoire, on appartient au même espace. Et que veut dire cette appartenance qui est importante pour ces jeunes dans la classification du djihadisme et c'est là, je pense, un des ressorts fondamentaux de la sympathie ou d'une certaine reconnaissance de ces groupes ou de ces expressions ou de cette forme de radicalisation, c'est la condition sociale commune. On vit dans les mêmes conditions, c'est-à-dire on partage un quotidien qui est fait d'incertitude, de chômage, de stigmatisation, de galère, d'absence d'espoir et de perspective, un quotidien où toutes les formes d'encadrement institutionnel n'existent pratiquement plus, puisque quand on arrête l'école, il n'y a plus rien, on est à cet âge souvent aussi en rupture avec la famille, etc. Et puis, également, quand on a des diplômes, l'école n'est plus un ascenseur social, n'est plus une garantie pour une perspective de travail. Et donc, je pense qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on entend souvent, les sympathisants ou les islamistes, enfin les djihadistes, ils ont fréquenté des universités, oui, mais ils ont fréquenté des universités, non pas comme ma génération les a fréquentées, ils ont fréquenté des universités et ils ont eu des diplômes et ils sont des diplômés chômeurs, et souvent pendant des années. Que peut faire dans ce contexte le tout sécuritaire ou les stratégies sécuritaires? Ce qu'on observe dans les quartiers, et nous travaillons non seulement à Haïtadam Douarhishr, mais à Gasserine, enfin dans des gouvernorats de l'intérieur également, c'est que ces politiques sécuritaires participent aujourd'hui de la criminalisation de la pauvreté. On construit des classes dangereuses, on construit des territoires dangereux, on construit des identités dangereuses. Aujourd'hui, il y a des jeunes, et ça nous a été reporté dans des débats, dans des focus group, etc. Ils sont discriminés à l'adresse. Quand tu es arrêté, quand tu es jeune arrêté à Tunis-Ville, et que tu as sur ta carte d'identité Haïtadam, Douarhishr ou Gasserine, on te demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Donc, je pense que ces perceptions et ces résultats montrent deux choses. Montrent que le combat contre ces formes-là de radicalisation doit impérativement tenir compte de deux choses. De la question sociale, c'est-à-dire des droits sociaux, d'une citoyenneté sociale pour ces jeunes, en termes de politique publique, en termes d'accès au travail, en termes d'accès à la santé, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à la culture, donc des politiques publiques en faveur de l'intégration sociale et économique des jeunes. Et la deuxième chose, c'est la question de la transition démocratique. On a l'impression, vous savez, la narration qui est très... qui est juste par ailleurs, qui consiste à dire que nous avons la Tunisie a réalisé des acquis, etc., en termes d'adoption de la Constitution, les élections libres, etc. Mais on oublie une chose, c'est que ces quartiers et ces territoires sont restés quelque part à la marge de cette transition démocratique, parce que et ces jeunes et les résultats
nous disposons le disent, ou même on sait que les jeunes ont participé très peu, ont voté très peu aux dernières élections. Et nous savons tous que dans notre pays, 6 ans après la Révolution, il n'y a toujours pas eu des élections locales. Et donc au niveau local, la gouvernance locale n'est toujours pas une gouvernance démocratique adaptée aux normes, etc. Et donc, d'où la deuxième question très importante, c'est l'intégration, la participation de ces jeunes et la nécessité d'une construction démocratique par le bas qui est une garantie de réelle participation, qui donne la possibilité à des jeunes de se sentir citoyens, de prendre des décisions, de décider de leur espace, de leur... Alors, le deuxième exemple, il me reste 2 minutes. Le deuxième exemple est tiré, nous avons, en tant qu'organisation, aidé Human Rights Watch à produire un rapport sur la loi 52. La loi 52 en Tunisie est une loi qui réglemente la consommation des drogues douces et dures et qui pénalise, qui condamne un consommateur le consommateur d'un joint à à 1 an de prison et puis une amende assez importante et qui se déploie d'une façon évidemment très forte et très même dramatique parfois dans les quartiers populaires et dans les milieux populaires. Alors, pourquoi je mets en avant cet exemple? Nous avons, à l'occasion de ces focus group, recueilli aussi des témoignages de jeunes de différentes régions, Kasserine, Haïtadam, Douarhish et Bab el Khadra, sur leur expérience carcérale. Alors, il y a un grand débat autour de l'importance des mosquées dans le recrutement des jeunes, etc. Certes, et c'est un débat qui est très présent en Tunisie, mais il occulte quelque part un autre lieu de recrutement, les prisons. Et ce n'est pas d'ailleurs le cas seulement en Tunisie. On lit les recherches le montrent ailleurs. En France, tout récemment, il y a eu ce livre qui est sorti sur les revenants, c'est ceux qui rentrent de Syrie, essentiellement de Syrie pour la France, qui montre l'importance de ce lieu également de recrutement où des jeunes appartenant à des milieux, les mêmes milieux sociaux, face à cet espace d'enfermement de violation souvent des droits de l'homme, de maltraitance, etc., sympathisent avec ces groupes qui à la fois les soutiennent et qui leur permettent aussi de se racheter. Et j'avance ou j'évoque cet exemple pour également dire que, et je finis là-dessus, quand une stratégie de lutte contre... ouais, c'est la dernière phrase, excusez-moi. Une stratégie de lutte contre... ces groupes aussi supposent des réformes institutionnelles et des réformes des appareils de sécurité. Parce que ce qui lie et qui crée des solidarités également, c'est les violences policières, c'est les violences des appareils de répression. Et je pense que c'est une question fondamentale aujourd'hui qui est certes pas facile à poser dans cette guerre contre le terrorisme, mais c'est une entrée inévitable si on veut effectivement mettre en place une cité où il fait bon vivre pour nos jeunes et